Bonjour mes amis, bonjour, bonjour. Bien, alors juste pour finir avec ces histoires, parce que sur ma vidéo d'avant, j'ai passé les quelques premières minutes de la vidéo à expliquer aux personnes qui me traitent de traite parce que je suis parti, nanana. Je passe mon temps à leur expliquer qu'ils déraillent et qu'ils ne comprennent pas et que donc je leur rappelle pourquoi il y a des ressortissants, pourquoi j'ai quitté le pays, pourquoi on peut faire de la résistance également à l'étranger. Et vous avez été très nombreux à me dire mais Jim, laisse tomber, leur réponds pas, bannis-les. Non, non, vous comprenez pas. Vous m'écrivez aussi lâche prise, vous pigez pas, c'est gentil de votre part, mais vous comprenez pas mon discours. J'en ai rien à faire de leur avis. Bien sûr que je lâche prise, c'est pas la question. Pourquoi je continue à leur parler? Pourquoi je m'adresse à eux? Parce que moi je me sens investi d'une mission, quelque part, c'est de réveiller, secouer les gens qui dorment, secouer les gens qui ne réfléchissent pas. Donc j'insiste, j'insiste, j'insiste. Pour ceux qui me connaissent depuis 6-7 ans, depuis la création de ma chaîne Le Veilleur Non Silencieux, qui existe toujours et que j'invite d'ailleurs à aller regarder, pour toutes les personnes qui me découvriraient seulement maintenant, allez voir mon ancienne chaîne Le Veilleur Non Silencieux, j'ai abordé quasiment tous les sujets. Parfois, on me reproche de ne taper que sur l'islam, on me reproche de taper que sur le sionisme, on me reproche... Non, si vous regardez mon ancienne chaîne, vous verrez que j'ai déjà parlé de tout ça, de beaucoup de sujets, il y a plus de 300 vidéos. Et pour ceux qui me connaissent depuis le début, vous avez vu que je répète souvent les mêmes choses. Pourquoi je les répète, je les répète, je les répète? Pour que ça finisse par devenir pratiquement, oui, que ça rentre dans vos cellules, quoi. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent aujourd'hui, merci, vous m'avez réveillé, merci, vous m'avez éveillé, merci, grâce à vous, je comprends des trucs. Je suis très satisfait de lire ça, parce que ça me conforte dans mon idée que depuis que je suis très jeune, je me sens investi de cette mission-là, cette mission de, oui, de guider quelque part. Vous allez me dire, c'est très prétentieux de ta part, peut-être, mais si vous m'écoutez alors que je ne suis rien, si vous m'écoutez depuis tant d'années parfois, alors que je ne suis ni journaliste, ni présentateur télé, ni politicien, je suis même pas un commerçant, un commercial, je ne suis rien. Si vous m'écoutez, c'est parce que vous le sentez quelque part. Hein. Donc pourquoi j'insiste? J'insiste auprès de ceux qui ne sont pas encore réveillés, ne réfléchissent pas par eux-mêmes, en fait. Hein. Quand quelqu'un traite un Français qui décide de quitter le pays pour aller habiter ailleurs, quand il le traite de lâcheur, de traître, c'est qu'il ne comprend rien. Donc je suis obligé d'expliquer, bouge, sors de chez toi, va voir ce qui se passe dehors, tu comprendras que l'herbe pousse ailleurs aussi très bien qu'en France, parfois même mieux, hein, dans pas mal de domaines. Et même je vais vous dire un truc, la France, il n'y a qu'au niveau de la bouffe et au niveau du patrimoine culturel qu'on est à la pointe. Après, au niveau de la technologie, il y a des grands chercheurs en France, il y a des grands, il y a des grands ingénieurs. Dans la recherche scientifique, on est à la pointe. Hein. Mais dans la recherche scientifique, dans tous les domaines, hein, et médicale. Mais sinon, la France, je vous assure, s'il y a vraiment que deux choses qui me manquent en France, c'est la bouffe et la beauté du pays, il faut le dire. Mais le reste est invivable, invivable, que ce soit ce vivre ensemble qui est devenu impossible dans certains départements dont je suis né, le 93. Mes parents habitent encore dans le 93, pour vous dire. Euh, non, pardon, ils sont plus dans le 93, ils sont un peu plus haut. Mais c'est pareil, le vivre ensemble est impossible. Dès que vous voulez aller quelque part, c'est limité à 50, on ne peut pas rouler, mais c'est de la folie. Même dans des villages, ils mettent des radars. Mais c'est des dingues. En campagne, il y a des radars pour celui qui dépasse, qui roule à 51. Mais ça va pas la tête. Mais c'est devenu un pays c'est de la dictature. C'est invivable. Et quand vous y vivez depuis longtemps, vous ne vous remarquez pas. Vous ne remarquez pas cette dictature omniprésente du flic qui va vous arrêter parce que vous avez peiné votre ceinture. Vous avez juste été de chez vous jusqu'au Leclerc, au bout de la rue, en bagnole. Vous avez roulé à 52 km/h, vous avez blabé la ceinture parce que c'est à 300 mètres. Vous vous prenez une prune, mais monstrueuse, avec retrait de points et tout. C'est inadmissible. Mais c'est inadmissible. Mais sortez d'aller dans n'importe quel pays au monde et vous verrez que ça n'est pas comme ça. Alors peut-être pas aux États-Unis, je ne sais pas, mais n'importe où, c'est pas comme ça. Mais il y a de la liberté. Là, il n'y a plus de liberté en France. Alors entre la jalousie, les Français qui ne supportent pas ceux qui réussissent, la colère qui gronde partout contre le gouvernement, contre les immigrés qui arrivent de partout. En ce moment, les demandes
de visa, pas les demandes de visa, les demandes d'asile politique explosent en France. C'est 85% cette année de plus. 85%. Ça explose. Et ça n'est que le début, vous le savez. Vous savez que ce système veut vous remplacer. Vous savez que tout est fait pour faire dégager les propriétaires, faire dégager les autochtones. On met de l'islam partout pour faire dégager la chrétienté et dégager les Français de souche. On met des Africains, on met tout ce qui vient d'ailleurs pour faire dégager les Blancs. Hein, tout ça, c'est fait exprès. Pourquoi? Mais qu'est-ce que vous croyez? J'ai encore discuté avec une élève qui est adulte, qui m'a dit, je ne comprends pas pourquoi en France on fait absolument la guerre comme ça à ce point-là aux propriétaires. Parce qu'on veut qu'ils partent. On veut les assassiner pour qu'ils dégagent. Le but du système de l'ONU, hein, c'est que les gens n'aient pas plus de 10 ans, le droit de 10 ans à un patrimoine. Leur but, c'est que vous ne restiez pas plus de 10 ans dans un pays, plus de 10 ans dans une ville, plus de 10 ans dans un appartement. Ils veulent que vous soyez des nomades, que vous bougiez, qu'il y ait des échanges, du brassage ethnique. C'est ça le plan de l'ONU. Agenda 21, je crois. Il suffit de s'y intéresser. Voilà. Et quand vous savez ça, vous savez tout. Donc, habitez en France, revenez en France, mais si vous êtes maso, oui. Si vous êtes très riche, oui. Parce que le système actuel favorise les très riches. Hein, j'ai d'autres élèves dont les parents sont architectes et sont très aisés, m'ont dit, nous, on pourrait revenir en France. Il n'y a pas d'impôt sur les grandes fortunes. D'ailleurs, entre parenthèses, ils m'ont dit, mais vous savez que cet impôt sur les grandes fortunes, c'est une honte. Ah bah, eux, ils sont fortunés. Ils m'ont dit, mais c'est une honte absolue. C'est une honte absolue parce qu'on reverse à l'État des sommes mais considérables. Bah oui. C'est vrai que c'est scandaleux. Alors, pas pour les milliardaires, parce que les milliardaires, pour eux, qu'on leur pique 5 ou 600 millions, c'est pas grand-chose. Mais pour des gens qui sont à la limite, vous savez, de l'impôt sur la grande fortune, pour eux, c'est énorme. C'est énorme. C'est-à-dire quelqu'un qui, effectivement, c'était le cas de mon ex-beau-père à l'époque, il y a très longtemps. C'était un monsieur qui gagnait, on était encore en francs, il gagnait à peu près en bénéfice par an, sur le revenu, il gagnait 1,2 million de francs, c'est-à-dire 1,2 million francs, ça fait aujourd'hui, je ne saurais même pas le convertir. Eh bien, sur les 1,2 million francs, il payait 500 000 francs d'impôt sur les grandes fortunes. 500 000 francs. C'est-à-dire quasiment 40%. C'est énorme. Énorme. Et à chaque fois qu'il faisait son chèque, il me regardait, il me faisait, tu vois, tu pourrais te payer un appartement, j'aurais pu payer un appartement à ma fille avec ça. Tu aurais pu en profiter, bah non, ça va à l'État, tiens, voilà. C'est vrai que c'est scandaleux. C'est scandaleux. Bon, bref, c'était pas pour faire une vidéo là-dessus. Voilà, c'était juste pour faire cette petite mise au point. Bien sûr que j'ai lâché prise sur tout ça et que je me fiche bien des avis des trolls, mais je rabâche les choses pour que ça finisse par rentrer, que les gens finissent par réfléchir un peu, et surtout aient envie un peu de bouger et de voir ce qui se passe ailleurs aussi. Alors pour ceux qui me suivent aussi par rapport au régime, vous me demandez quels sont les produits que je prends, je ne vous donnerai pas la marque pour le moment, je vous donnerai la marque à la fin du mois de juin. Sachez que je suis passé sous la barre des 89 kg, j'ai perdu 10 kg en 5 semaines. Ça doit se voir parce que cette chemise avant m'allait serrer et là c'est vraiment plus le cas du tout. Ça se voit au niveau visage, voilà, je suis perdu 10 kg. Je suis 98 à 88,8 ce matin et je m'arrêterai à 83. Donc j'espère dans quelques semaines. On en parlera à la fin. Après, il faut stabiliser, il ne faut pas se jeter sur le sucre. Mais là, je pense que la phase est passée. La phase où j'avais vraiment besoin de sucre est passée. C'est très difficile les 8 premiers jours. On va attaquer cette vidéo immédiatement, sachant que je ne fais pas d'illusions sur la monétisation, car YouTube me démonétise systématiquement maintenant aussi toutes mes vidéos sur cette chaîne-là aussi maintenant. Ça y est, c'est parti. Donc, j'en ai un peu marre. Donc, voilà, je pense quitter YouTube incessamment sous peu. Je vous dis ça cycliquement tous les 6 mois, mais il va falloir trouver vraiment une autre plateforme pour s'exprimer bientôt, hein, parce que là, c'est plus possible. Alors, la censure est extrêmement inquiétante et partout, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le journaliste qui s'appelle Taha Bouhaf, c'était celui qui avait filmé Alexandre Benalla, je ne sais pas si vous vous rappelez, Alexandre Benalla qui était en train de frapper le couple, vous savez, alors que Benalla était lui-même habillé en flic de manière illégale et qui n'avait absolument pas le droit, bien entendu, de se prendre pour un flic à l'époque, et encore moins de taper les gens. Eh bien, ce journaliste qui avait filmé donc Benalla en train de faire cette horreur a été arrêté. Hein. Alors, il est jeune, hein, il a 22 ans, il a été interpellé chez lui. Hein. Non, même pas chez lui, c'était pendant qu'il couvrait une manifestation de soutien à des travailleurs sans papier. Donc, il s'est fait arrêter, mais de manière extrêmement violente, alors qu'il exerçait son droit de journaliste en exercice.
Il a filmé toute son arrestation. Son téléphone portable, celui qui a servi à filmer le fameux Benalla en pleine action à l'époque, a été mis sous scellé et il a été lui-même arrêté en exercice de ses fonctions avec des blessures extrêmement graves, dont le déboîtage d'une épaule. C'est quand même pas rien. Et même son avocat a même porté plainte contre les forces de l'ordre, pour vous dire. Mais pour vous dire qu'il n'hésite plus aujourd'hui à arrêter même les journalistes pendant qu'ils travaillent. Donc vous voyez que la censure, ça rigole plus. Hein. Je vais vous dire que vous allez voir, voilà, on arrive dans une ère de censure qui va finir par toucher les gens. Hein, parce qu'aujourd'hui, j'ai encore rencontré des gens qui m'ont dit « Ah, c'est bien, t'es nominé au quenelle et alors, t'as porté quoi ?» Parce que c'est un connard, Diodo. Hein. Voilà, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit ça tout à l'heure. Je leur ai dit « On va éviter le sujet parce que c'est des sujets qui fâchent et que si vous voulez qu'on se parle encore, faut pas insulter mon père. » On dit « Comment ça, ton père ?» Je dis « Parce que Diodo, pour moi, c'est comme un père spirituel. C'est quelqu'un qui lutte contre un système, qui est lynché par un système, alors qu'il devrait avoir, d'après l'esprit « Je suis Charlie », il devrait avoir une impunité et le droit d'exercer son droit à la liberté d'expression, comme Charlie. Or, il ne l'a pas. Donc moi, je le défends pour ça, parce qu'il ne l'a pas. Et tout le monde, tous les Français, tous les citoyens devraient le défendre. Hein, je ne vais pas revenir là-dessus. Et donc, ils m'ont dit « Ouais, mais ça va t'apporter quoi ?» Je dis « Ça m'apporte quoi ? Ça m'apporte la reconnaissance de mes pairs, PAIRS. Pourquoi ? Parce que je considère que oui, ce sont des gens qui sont dans le vrai, dans le juste, et que même si j'étais pas d'accord avec leurs idées, le fait qu'ils reconnaissent que je les soutiens et que finalement je le fais de manière courageuse, eh bien pour moi c'est une consécration quelque part, voilà. Bon, enfin bref. D'ailleurs, j'en profite pour vous demander d'aller voter pour moi sur le site Diodosphère et sur le bal des quenelles. Vous cliquez sur le bal des quenelles, vous allez tout en bas, la photo, la dernière en bas, c'est la mienne. Vous cliquez et vous cliquez sur glisser un vote. Pour l'instant, je suis largement en tête de ma catégorie. On est quasiment à 50% même. Mais je suis même quasiment en tête, je crois, de tous les votes confondus. Je crois que j'ai juste un tout petit peu moins de votes que Vincent Lapierre ou Patrick Sébastien, je ne sais plus. Mais toutes catégories confondues, je crois que je suis le deuxième. Donc allez-y, n'hésitez pas, j'aimerais bien arriver premier. Ça me ferait vraiment plaisir. Alors, je finis, je continue. En Italie, pendant ce temps-là, hein, vous savez qu'en Italie, il y avait des maires de village, des maires de ville, pas des maires de famille, des maires, M-A-I-R-E, qui étaient pro-migrants, comme il y en a beaucoup en France. Eh bien, sachez que les maires pro-migrants, aujourd'hui, se retrouvent devant les tribunaux. Hein, on a un gouvernement qui n'est absolument plus du tout d'accord avec cette philosophie. Hein, cette philosophie de faire venir du migrant pour remplacer l'italien de souche. Eh bien, les maires sont désormais foutus devant les tribunaux. En tout cas, il y en a un qui est mis devant les tribunaux et il est poursuivi pour avoir organisé des mariages de convenance et pour fraude aux dépens de l'État, bien sûr. Hein. Voilà. Et même le juge qui a autorisé les poursuites reconnaît que les éventuels délits auraient été commis à des fins humanitaires. Ça reste quand même une fraude. Voilà ce qui se passe en Italie. On a un gouvernement qui punit ce genre de choses, tandis qu'en France, on les autorise, on les encourage. Hein. Et en France, on a notre courageuse Élise Lucet, qui, bien entendu, va pas tarder à se faire dégager définitivement, même d'avoir de gros problèmes. Elle a déclaré, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était le 22 mai, donc il y a quelques semaines, elle a dit en France, et je dis bien en France, il y a des sacrifices d'enfants, et même des charniers d'enfants. Voilà des sujets extrêmement graves qui se passent en France. Quand vous me parlez de « ouais, mais toi, tu habites dans un pays, gna 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 », ouais, mais il n'y a pas de charnier d'enfants là où j'habite, d'accord ? Il n'y a pas de charnier d'enfants, il n'y a pas de sacrifice d'enfants là où j'habite. Il y a des orphelins, il y a des Occidentaux qui viennent éventuellement, paraît-il, pour faire la chasse, enfin pour faire la chasse, non, pour exprimer leur sexualité pédophile, paraît-il, moi j'ai jamais vu, hein, mais il paraît qu'il y en a, et de toute façon des pédophiles il y en a partout, mais des sacrifices d'enfants et des charniers d'enfants ici, non. Alors, je dis aux Français qui critiquent les pays étrangers, balayez bien devant votre porte, balayez bien votre jardin, avant de commencer à critiquer les autres, parce que la France, c'est pas un exemple. La France, c'est le pays de la bouffe, c'est le pays du patrimoine culturel et des paysages, peut-être oui, mais certainement pas du reste. Il y a énormément de travail à faire de nettoyage dans ce pays, énormément. Hein. Des messes noires, des tortures, des viols, des mises à mort,
sont en fait très courants et cachés. C'est un monde occulte et caché que les médias ignorent, nous dit Louise Lucet, que les médias ignorent ou, en tout cas, n'ont pas le droit d'aborder. C'est plutôt comme ça que je vois le monde français, et que c'est plutôt comme ça que je vois le journalisme en France. Ceci dit, effectivement, il y a aussi des journalistes aussi stupides que Yves Calvici. Je l'appelle Yves Calvici parce qu'à l'époque, il était comme moi, il n'avait pas de cheveux, là, il s'est fait faire des implants, maintenant il a des cheveux. Yves Calvi, mais il a fait remettre des cheveux pour cacher le trou béant qu'il a dans le cerveau, lui, en fait. Parce qu'il connaissait même pas l'existence des Bilderberg, alors ça faisait déjà plusieurs années qu'il présentait quand même une émission politique. Il ne connaissait même pas l'existence des Bilderberg. Comment est-ce qu'on peut encore continuer à travailler et prétendre être un professionnel du journalisme quand on ne sait même pas ça, hein, et qu'on se permet de traiter les gilets jaunes de sous-race et de sous-merde comme il l'a fait. Mais il est toujours à la télévision, il n'y a pas de problème. Voilà comment je vois le journalisme, moi. Des amateurs et des soumis et des vendus. Voilà ce que c'est le journalisme aujourd'hui à la télévision. En tout cas, je ne parle pas des journalistes indépendants qui, eux, se font lyncher et se font dégager de tous les médias mainstream. Brave Élise Lucet, hein, vous pouvez faire une recherche sur ce que je viens de dire. C'est passé sur les 7 du Québec. Hein, c'est un, je ne sais pas ce que c'est un journal, un hebdomadaire, un site. Je ne sais pas ce que c'est exactement, je l'ai devant moi. Ça s'appelle Les 7, le chiffre 7, les 7 du Québec. Et vous tombez là-dessus, sur Élise Lucet, c'est un article du 22 mai 2019. Voilà. Ultimatum des États-Unis qui donne 8 semaines à la Turquie pour renoncer à ses missiles russes, car vous savez, les Russes veulent faire cadeau à Erdogan des fameux missiles S-400, alors que bien sûr, ils avaient déjà acquis des F-35, avions furtifs américains. Alors ça emmerde les Américains, parce que les S-400, ça déglingue tout. Hein, et comme les Américains ont l'intention quand même de continuer à faire un petit travail de destruction là-bas dans le coin, ça les emmerde que les Turcs s'arment en fait d'armes russes qui sont plus performantes que les armes américaines, et puis surtout que les Turcs choisissent leur camp, clairement. Alors on va voir ce que ça va donner, cet ultimatum qui a été donné le 8 juin, on va voir, donc 8 semaines, ça nous laisse 2 mois, on en reparlera donc le 8 août, et on verra ce que ça va faire. Est-ce que Ankara va baisser son froc, ou est-ce qu'ils vont choisir le camp russe? On verra. Dure décision en tout cas. Voilà. Hein. Bah écoutez, c'est tout, hein. Je pense que j'ai plus grand chose à vous dire. Alors bon, effectivement, il y a encore 40 000 nouvelles grenades à main pour les forces de sécurité intérieure françaises qui ont été commandées suite à la crise sociale des Gilets jaunes et aux blessures qu'elles ont occasionnées. Beauvau entérine une commande de 40 000 nouvelles grenades. Ah bah ouais. Bah vous n'avez pas fini d'en prendre. Hein. Évidemment, tout ça vient en plus des armes, des munitions pour fusils d'assaut qui ont été commandées aussi avec les grenades de désencerclement. Ça va en plus. Hein. Voilà. Mais je pense qu'ils vont finir par faire un massacre. Moi. Je pense qu'ils vont finir par massacrer les gilets jaunes. Et vont finir par tirer à balles réelles, je pense. Ça m'étonnerait pas. Ça ne serait pas du tout étonnant. Voilà. Bon, on est dans un monde extrêmement préoccupant, n'est-ce pas? Alors, bah écoutez, en tout cas, merci de m'avoir soutenu. Merci pour les gens qui m'ont tipé, puisque j'ai de moins en moins de revenus par les monétisations de mes vidéos. C'est dingue, ils font tout pour nous couper les vivres, pour faire en sorte qu'on gagne rien. Écoutez, c'est pas grave, on fera autre chose, puisque de toute façon, on a d'autres métiers. Hein. Enfin, c'est quand même hallucinant. Alors, sachez que je vais peut-être monter bientôt en France, sur Paris notamment. Alors pour ceux qui seraient disponibles et qui auraient envie de me rencontrer, demandez-moi sur Facebook ou sur VK. Bien entendu, je ferai mon enquête sur vous. Hein. Il va falloir monter patte blanche si vous voulez me voir. Et je vais peut-être venir vous voir un après-midi bientôt. Alors je ne sais pas quand exactement, mais c'est possible. Voilà, donc pour ceux qui seraient intéressés par me rencontrer, avec plaisir, vous le savez, et ça sera sur Paris. Donc, pour ceux qui n'habitent pas à Paris, je suis désolé. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me demander en privé si vous voulez. Voilà. Pour ce qui concerne le Zincoin, pour ceux qui n'ont pas encore acheté, qui hésiteraient ou qui ne sauraient pas comment faire, n'hésitez pas aussi à m'écrire sur Jim Le Veilleur tout attaché, Jim Le Veilleur,
gmail.com. Ne me demandez pas sur Facebook pour le Zincoin, mais directement sur mon mail, s'il vous plaît. Sachez qu'aujourd'hui, vous m'avez dit, mais ouais, mais t'as vu, ton Bitcoin, il est monté à 9 000 $, mais il s'est réécroulé tout de suite à 7 000. C'est normal. Il était à 3 200 il y a 2 mois. Il fait ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Pourquoi? Parce que quand une valeur comme ça, boursière, quelle qu'elle soit, monte aussi rapidement, prend 2 fois sa valeur, les traders vendent pour faire des plus-values. Ils vendent, donc ça fait réécrouler provisoirement le cours, mais ça ne le fait pas réécrouler jusqu'à sa base. Ça le fait écrouler jusqu'à environ la moitié de ce qui vient de grimper. Ensuite, ça regrimpe. Les traders revendent, ça refait chuter, puis ça regrimpe. Et là, on était descendu, effectivement, on est passé de 9 200 $, on est passé à 7 200, et là, aujourd'hui, il est à 8 200, 8 177 exactement à l'heure où je vous parle. Donc le Bitcoin va continuer sa montée, inéluctable, jusqu'à 11 000, puis ça va rechuter à 9 000, puis il va monter à 13 000, il va redescendre à 11 000, puis 15, il va redescendre à 13, puis 17, il va redescendre à 15, vous avez compris? Il va faire le yo-yo, mais le yo-yo ascendant. Pourquoi? Parce que le Bitcoin va monter inéluctablement jusqu'à 30 000, voire beaucoup plus. Certains disent 500 000 $ pour un Bitcoin d'ici quelques temps. La crypto-monnaie n'est pas une arnaque, contrairement à ce que nous a dit Olivier Delamarche, parce que vous m'avez posé la question. Il a fait un interview sur RT France et ils n'ont pas été très élogieux sur les crypto-monnaies et ils se trompent. Sachez que Facebook, WhatsApp, la JP Morgan, la Chine viennent de lancer leur propre crypto-monnaie. Si c'était de l'arnaque ou si c'était du vent, vous croyez vraiment que ces pays, que ces banques, que ces réseaux sociaux se lanceraient là-dedans dans la fabrication, en sachant quand même que c'est difficile, que ça coûte de l'argent, qu'il faut derrière faire une blockchain s'ils veulent que ça soit considéré comme une vraie crypto. Et une blockchain, c'est 1 million d'euros la construction d'une blockchain, c'est pas rien. Quand ces banques, quand ces réseaux sociaux décident de le faire, c'est-à-dire qu'ils ont les moyens, mais ils le font parce qu'ils savent que ça marche et ils savent que ça gagne. Alors, en ce qui concerne le Zincoin, aujourd'hui, on est à 35 centimes si vous passez par mois, le Zincoin, et on vise très rapidement dans la foulée 1, 2 $. Donc déjà, si ça monte à 1 ou 2 $, déjà c'est énorme, ça fait une plus-value de x4, x5, x6, déjà. Et on vise le 100 $ dans les 1 an et demi à venir, et on vise les 400 $ dans les 2 à 3 ans. C'est-à-dire de 250 fois à 1000 fois votre mise. Si vous avez mis 1000 €, vous pouvez gagner de 250 000 à 1 million d'euros. Si tout va bien et si on va au bout du chose, mais de toute façon, la blockchain, la construction de la blockchain commence dans quelques semaines, dans un mois. Donc, c'est parti. Et il y a des personnalités publiques qui sont en train de rentrer dans les Zincoin. J'ai pas le droit de donner leur nom, mais moi je sais ça. Vous savez que je suis tout près d'eux, je suis là, je suis au courant de tout ce qui se passe, des campagnes publicitaires qui vont se lancer bientôt avec des gens célèbres qui sont en train de rentrer dans ce projet de monnaie africaine. Crypto-africaine, pas monnaie, pardon, crypto-africaine. Donc, il y a plein de gens africains célèbres et qui soutiennent l'Afrique et qui ont envie de soutenir ce projet. Et croyez-moi, c'est un projet très très prometteur. Alors, n'hésitez pas, pour ceux qui veulent vraiment investir dans quelque chose, ne mettez pas toutes vos économies, on vous a expliqué. Vous me demandez sur jimleveilleur@gmail.com, vous avez déjà été très nombreux ces derniers temps à me demander. N'hésitez pas, allez-y, c'est encore anonyme, jusqu'au 27 juin, ensuite on ne sait pas. Donc, c'est le moment, Allez, merci pour les tipeurs qui m'ont envoyé des dons, c'est très gentil, je reçois avec grand plaisir. A très bientôt, et n'hésitez pas à voter pour moi, Baldequenel. Merci beaucoup de votre soutien. À bientôt.